Chers auditeurs, bonsoir, Olivier Tournafont. Voilà, j'ai le plaisir de recevoir ce soir en star américaine, on va dire, François Asselineau, hein, star américaine, parce qu'on va parler un peu de Trump. Et sur ce thème, alors assisté de Bérénice Tournafont, qui va recevoir vos nombreuses questions, j'espère. Et le thème qu'on aborde dans cette heure et demie, et parce que je vous retrouve demain pour les abus de la fiscalité avec mon collègue Henri Ovas, à la même heure, à 19h30, mais là, cette fois-ci, c'est le thème Macron et sa bande vont-ils déclencher une guerre contre la Russie ? Vous savez qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron rencontre Zelensky, Starmer et Merz, qui sont surexcités et qui sont pressés par le temps parce que qu'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas d'une paix durable, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'ils voudraient surtout une guerre durable. Et ils ont de telles difficultés financières, politiques, sociétales et à tout point de vue que c'est peut-être, hélas pour eux, le seul planche de salut, mais c'est dramatique. Alors j'attire l'attention de nos auditeurs, avant de laisser la parole à François Asselineau, sur le très très intéressant rapport qui vient d'être publié par l'administration américaine, signé par Donald Trump, sur l'état du nouvel ordre mondial, où l'on va passer d'un ordre dirigé par les États-Unis et en quelque sorte monolithique et centré sur les valeurs occidentales, à un ordre pluriel, qu'on pourrait dire, un monde multipolaire, hein, pour reprendre les termes du président Poutine, un monde multipolaire. Désormais, les affaires des autres pays ne nous concernent que si notre activité est menacée directement, dit Trump. Il dit nous laisserons les autres nations et les autres civilisations adopter les organisations sociales qui leur conviennent. Nous ne chercherons plus à imposer de force la démocratie, le libéralisme. Chacun sera libre de son propre développement. Et d'ailleurs, il précise, il n'y a rien d'incohérent ou d'hypocrite en entretenir de bonnes relations avec des pays dont les systèmes de gouvernement et les sociétés diffèrent des nôtres, ce qui me semble être le bon sens d'ailleurs, hein. C'était comme ça autrefois, ça aurait toujours dû être comme ça, avant que la pensée unique ne s'empare des esprits. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que dans ce rapport dont je recommande la lecture à nos auditeurs, il y a eu un très bon compte rendu dans le Figaro d'hier, hein, sous la plume d'Adrien Jolme, dans le Figaro du lundi 8 décembre 2025. C'est très bien fait. D'habitude, j'aime pas beaucoup ce qu'écrit le Figaro, qui est très anti-russe, mais là c'est très objectif. On fait remarquer que justement, chacun sera libre de se développer à sa guise, mais en revanche, l'Europe est considérée comme un continent à la dérive, un continent décadent, menacé par une immigration de masse, et en plein déclin économique et civilisationnel. L'Europe continentale, dit le rapport, a perdu des parts de PIB mondial passant de 25% en 1990 à 14% aujourd'hui, en partie à cause des réglementations nationales et transnationales absurdes qui sapent la créativité et l'esprit d'initiative. Mais ce déclin économique, qui est déjà grave, hein, est éclipsé par la perspective réelle et encore plus sombre d'une disparition pure et simple de la civilisation. Et plus loin, c'est un réquisitoire, comme l'a très bien dit tout à l'heure François Asselineau, et plus loin il est dit, dans 20 ans, l'Europe sera méconnaissable, à la fin du siècle, elle n'existera même plus peut-être. D'autres accusations extrêmement graves sont portées contre les élites européennes considérées par le rapport comme corrompues et incompétentes. Les activités de l'Union européenne et d'autres organismes transnationaux qui sapent la liberté politique et la souveraineté, les politiques migratoires qui transforment le continent, la censure de la liberté d'expression. On s'en sait quelque chose, nous qui sommes des radios de réinformation. La répression de l'opposition politique, on l'a vu en France, on l'a vu en Roumanie. L'effondrement des taux de natalité et la perte des identités nationales, comme de la confiance en soi. Si les tendances actuelles se poursuivent, dit le rapport de Trump, le continent sera méconnaissable dans 20 ans, au moins, dans 20 ans ou moins, ce qui est absolument juste. Et là, le rapport dit nous n'avons pas l'intention d'abandonner le continent européen. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire une croix sur l'Europe. Nous voulons que l'Europe reste européenne, qu'elle retrouve sa confiance en elle, en tant que civilisation,
et qu'elle abandonne son orientation erronée vers une réglementation étouffante. Notre objectif est d'aider l'Europe à corriger ses défauts et sa trajectoire actuelle. Donc là, c'est vraiment un sermon qu'un pasteur protestant aurait pu adresser à ses ouailles. Voyez, n'est-ce pas, François Asselineau? Alors, qu'est-ce qu'il risque d'arriver? Une sorte de protectorat américain qui va s'étendre à nouveau sur l'Europe pour mettre fin aux dérives d'une décadence déjà trop visible. Et puis peut-être aussi une influence russe de l'autre côté. C'est le retour finalement d'un nouveau Yalta. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, alors d'abord, merci Olivier prie. Tournafond de m'inviter sur votre émission et je souhaite à tous mes auditeurs bien le bonjour à tous les auditeurs. Alors, je trouve qu'on vit des moments qui sont tragiques, mais aussi extrêmement intéressants du point de vue de l'histoire, du point de vue intellectuel, parce que, en fait, l'histoire est pleine de ruses. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe, je l'explique depuis 18 ans et demi, 19 ans bientôt, que la construction européenne a été conçue par les Américains, à partir de toute une pensée qui remontait jusqu'à Dante Alighieri au XIIIe siècle. Oui. L'idée de créer une chrétienté unie n'est pas américaine, mais l'idée de passer à l'acte, c'est-à-dire de lancer vraiment un processus d'unification européenne, ça a été lancé par la fameuse déclaration Schuman de 1950, qui en fait a été rédigée dans les services du secrétaire d'État américain de l'époque, Dean Acheson. Et les Américains n'ont pas eu de cesse, depuis 1949 à peu près, 50, jusqu'à l'élection de Trump, en fait, n'ont pas eu de cesse que de pousser contre vents et marées les États de l'Europe à s'unifier d'abord dans un marché commun. C'était selon d'ailleurs la pensée bismarckienne, vous savez, du Zollverein, c'est-à-dire qu'une union douanière précéderait une union politique, et puis ensuite d'avoir une Union européenne qui serait des États-Unis d'Europe. Voilà. Et je n'invente rien, on en a eu des preuves, c'est pas du complotisme que de dire ça, c'est que lorsque par exemple le mur de Berlin s'est effondré, rappelez-vous que George W. Bush, le président des États-Unis, s'est rendu, je crois que c'était en juin de l'année 2001, en Europe de l'Est. Il est allé à l'université de Varsovie et il a dit qu'il faisait bon accueil à une Europe vraiment unie. Les États-Unis de George W. Bush ont poussé à l'entrée en masse de tous les pays qui étaient sortis de l'orbite soviétique avec l'effondrement du camp socialiste pour les faire entrer d'abord dans l'OTAN et ensuite dans l'Union européenne. L'idée qui se cachait derrière, je l'explique depuis 18 ans, c'est que faire entrer un nombre croissant d'États aux intérêts légitimement divergents ne peut mener qu'à l'immobilisme, si vous voulez. Voilà. Il y a des gens qui disent l'union fait la force. Non, l'union, elle fait la force si tout le monde tire dans le même sens. Jusqu'à un certain point. Voilà. Mais si tout le monde a des objectifs différents, l'union fait la faiblesse. L'union fait la faiblesse. Ça fait que le continent européen disparaît progressivement dans des recherches de compromis chèvre-chou permanent, épuise sa capacité créatrice, accepte délibérément des politiques qui sont contraires à ses intérêts nationaux au motif de cette espèce de vision téléologique qu'on voit loin d'un État en devenir. D'ailleurs, parmi les États de l'Union européenne, vous avez, ça c'est ma pensée personnelle, vous avez des pays de tradition catholique romaine qui sont des pays de dogme et qui font passer souvent le dogme avant les faits et qui s'opposent aux pays du nord de l'Europe, plus pragmatiques, qui ont inventé le protestantisme, et qui, eux, sont plutôt des pays de fait avant le dogme. De telle sorte que lors des réunions des 27 pays de l'Union européenne, vous avez toujours une scission entre les pays comme la France, qui sont d'accord finalement pour brader leurs intérêts nationaux pour une entité en devenir, et les pays du Nord qui, eux, ne sont pas du tout d'accord. Un nouvel exemple en est, par exemple, l'affaire du Mercosur, où la France va accepter... D'abord, on est complètement minoritaire, mais on va accepter de sacrifier des intérêts absolument fondamentaux en matière agricole pour le sens commun. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a une majorité d'États au sein de l'Union européenne qui approuvent la signature avec le Mercosur, parce que si vous êtes suédois, si vous êtes scandinave, si vous n'avez pas d'élevage, et évidemment, vous êtes très heureux de pouvoir acheter de la viande bien bon marché. Donc on n'a pas les mêmes intérêts. Alors, c'est là qu'intervient l'histoire, avec un grand H et avec ses ruses. C'est que l'élection de Trump est un événement singulier, puisque les Américains ont une tradition
que je trouve assez sympathique d'ailleurs, c'est qu'ils ont régulièrement, pas toujours, mais ils ont régulièrement des milliardaires un peu zinzin. Oui, comme Elon Musk, voilà. par exemple. Elon Musk en est un exemple, Donald Trump en est un autre exemple. Il y avait eu jadis, dans les années 70-80, Howard Hughes qui avait créé la TWA, la TWA, il s'était enfermé en haut d'un gratte-ciel à Los Angeles depuis les 30 dernières années de sa vie, on ne le voyait pas. Il fallait passer par un hygiaphone pour lui parler. Enfin, bon, je dis ça pourquoi ? Parce que Trump ne joue pas le jeu de ce que les marxistes appelleraient sa classe. En fait, Trump, il joue le jeu du peuple américain contre les milliardaires. C'est-à-dire que quand il dit « Make America Great Again », finalement, il a été prêt à limiter, voire même à nuire à sa fortune personnelle, mais pour la grandeur de l'Amérique. Alors que les autres, pas du tout. Et donc, Trump veut revenir à un monde qu'il a connu étant jeune. C'est quand même un monsieur qui a 80 ans, donc ça veut dire que quand il avait 20 ans, c'était il y a 60 ans, donc ça veut dire qu'on était sous Kennedy, sous le début de la présidence Kennedy. D'une certaine façon, c'est l'Amérique d'Amérique rêvée, la Marilyn Monroe. C'est ça, c'est l'apogée de la civilisation américaine. De l'American Way of Life. Exactement. Et c'est ça qu'il a à l'esprit. Et il a également à l'esprit, lorsque les Américains se rendaient en Europe, en France, en 1950... il y avait... la vie n'était pas forcément très rose, mais enfin, la vie, les gens étaient élégants. Que vous prenez des photos de Paris en 1950, et puis maintenant, aujourd'hui, la façon dont les gens étaient habillés, la façon dont les gens se comportaient, l'art de vivre à la française, l'élégance française. Évidemment. Enfin, on n'était pas avec un plug place Vendôme, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, et Trump l'a dit hier, ou ce matin encore... Il a dit que lorsqu'il voit l'évolution de l'Europe, il a cité nommément Londres et Paris. Il a dit Londres et Paris, ça n'est pas possible. C'est en fait une décadence civilisationnelle. Donc c'est ça le discours tout à fait nouveau. Et de fil en aiguille, et c'est ça le paradoxe, c'est qu'il est amené à se rendre compte que l'Union européenne, qui pourtant est une création américaine, comme je l'ai dit, et qui pourtant a été promue jusqu'au début des années 2000 par le dernier en date étant George W. Bush, maintenant... Les mêmes dirigeants des États-Unis, enfin justement, c'est pas les mêmes, ce sont d'autres, mais les États-Unis produisent des dirigeants qui vont peut-être saboter, parce que finalement, leur créature a trop bien marché en fait. Oui, mais alors c'est parce surtout qu'ils ont affaibli les pays d'Europe au point que, vous savez, il y avait, c'était, je crois, j'hésite un peu à le citer parce que c'était un propos très polémique qu'avait tenu Jean-Marie Le Pen. Il avait parlé de sida mental. Oui, vous savez. Oui, je me souviens de ça. Oui. L'idée, si vous voulez, la construction européenne, elle est fondée sur le fait qu'on ne doit plus défendre sa nation. C'est fondamental. Oui, mais il n'y a même pas de préférence européenne. Voilà. Non. Parce que c'est l'ouverture à l'autre partout. Voilà, parce que les intérêts nationaux... C'est appelé les égoïsmes nationaux dans le langage bruxellois. Mais le problème, c'est que lorsque vous apprenez à un peuple à cracher sur son histoire, sur son drapeau... Il se décompose. Il se décompose et vous ne pouvez pas lui substituer une personnalité différente. Et pour eux, il n'y a pas de peuple européen. Voilà, donc il n'y a pas de peuple européen. Donc en fait, les gens, ils en retiennent comme conséquence une espèce d'ouverture généralisée pour tout. Et un relativisme absolu dans toutes les matières. Je l'avais vu pour un cas, c'est encore un cas, moi j'aime bien les cas concrets parce que ça permet aux auditeurs de bien comprendre. Par exemple, il y avait... j'avais eu à connaître d'une affaire, c'était un chercheur chinois qui avait été invité par PSA, c'était au début des années 2000, dans son laboratoire de recherche à Montbéliard. Bon, on m'a demandé de regarder ça un petit peu près. C'est un professeur de l'université de Tsinghua à Pékin, qui est l'une des plus grandes universités chinoises, des gens très 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 haut niveau. Et j'avais découvert, je connais un petit peu le chinois, j'avais un peu regardé sur Internet, j'ai découvert en fait qu'il émanait d'un laboratoire de recherche justement sur l'industrie automobile, où il y avait toute une série de professeurs et d'étudiants qu'ils avaient disséminés dans toutes les entreprises de fabrication automobile en Europe, au Canada et aux États-Unis. Bien. Et ce qui était intéressant à voir, c'est que lorsque vous avez on nous dit par exemple en France qu'il faut arrêter les égoïsmes nationaux, il faut par exemple partager nos connaissances avec les Allemands, etc. Bien, mais en pratique, en Chine, Peugeot par exemple travaille à Wuhan avec une co-entreprise japonaise chinoise qui s'appelle Dongfeng,
contre Volkswagen, qui a une autre entreprise. Oui. Donc l'intérêt d'entreprise de Peugeot, c'est de faire venir des chercheurs chinois. Ça n'est pas de s'acoquiner avec des Allemands, puisqu'ils sont dans une autre entreprise. Évidemment. Oui. Donc, en fait, quand on dit l'ouverture générale, les gens se disent si j'ouvre à des Allemands, pourquoi je n'ouvrirais pas à des Chinois, etc. Il en ressort de tout ça une espèce d'esprit d'abandon, comme aurait dit De Gaulle. Un esprit d'abandon. Voilà, oui. C'est-à-dire que finalement tout se vaut, on peut laisser entrer tout le monde. Tout est dans tout et réciproquement, tout se vaut, tout est relatif. Mais alors par contre, il y a alors du coup, là, je vous termine simplement. C'est que la conséquence qu'on trouve, que découvrent maintenant les Américains, c'est que c'est une espèce de laisser-aller général et qui fait qu'au même moment il y a une explosion démographique dans les pays du Sud et qu'il y a par ailleurs tout un discours de personnes qui veulent faire entrer en Union européenne justement des peuples venus du Sud, à commencer par des gens comme George Soros qui financent évidemment, tout ça. Et bien sûr. Et la politique officielle de l'Union européenne, dont je rappelle que depuis le traité d'Amsterdam de 1999, c'est l'Union européenne qui a la maîtrise de la politique migratoire. Les Français ne l'ont plus. Quand je vois les débats enflammés qu'il y a entre M. Zemmour, M. Mélenchon, M. Bardella, Mme Le Pen, Mme Marjane, mais en fait, c'est plus la France. Alors, c'est la Commission européenne, c'est le commissaire européen qui est en charge, qui a décidé qu'il y aurait 4 millions de nouveaux migrants par an. Ah oui, quand même, pour toute l'Europe. Pour toute l'Europe. Oui, c'est ça, 4 millions par an, d'accord. Quand vous avez ces migrants qui arrivent d'Afrique francophone, figurez-vous qu'ils ne vont pas s'installer en Pologne et en Hongrie. Oui, c'est évident. Ils vont s'installer en France, d'abord parce qu'ils parlent la langue, deuxièmement parce qu'ils y ont des compatriotes, troisièmement parce que la France, c'est les bonnes filles. Donc, si vous voulez, on n'est même pas égal face à ce flux migratoire considérable. Et donc, alors là, c'est là où la conclusion de tout ça, c'est que Trump, je vous l'ai dit, voilà ce qu'il dit sur la France. Vance avait déjà mis les pieds dans le plat. Le 13 février. Le 14 février. Oh, peut-être. Bon, si c'était la Saint-Valentin. Oui, mais en tout cas, c'est là, à Munich. À Munich. Il a fustigé les atteintes à la liberté d'expression, aux libertés politiques. Et il a dit, vos pires ennemis sont en vous-même. Absolument. Il a dit, ce ne sont ni les Chinois ni les Russes. Ce sont vos propres vices qui vous mène à la ruine. Il avait paraphrasé Bossuet. Absolument. Parce que la phrase nos propres ennemis sont en nous-mêmes, c'est de Bossuet, ça. Alors, il vient de rééditer, d'ailleurs. Ah oui. Je ne sais pas si vous avez vu, il a fait une déclaration que j'ai mise, si les auditeurs peuvent se porter sur mon compte Twitter, c'est un des derniers tweets que j'ai fait aujourd'hui. Il a fait des déclarations cinglantes où il a repris la même thématique. C'est-à-dire que c'était pas une fantaisie. C'était pas juste Vance qui avait pété un câble, contrairement à ce que certains disaient. C'est une véritable stratégie qui montre qu'il y a une évolution considérable de la relation transatlantique. Ouais. Et je pense qu'en effet, les États-Unis sont inquiets. Parce que si ils avaient vassalisé, ça avait bien marché la stratégie, ils avaient vassalisé le continent européen. Et là, ils ont peur de le perdre. Ils ont peur de le perdre parce que s'il y a un effondrement, la nature ayant horreur du vide... il sera comblé par d'autres. Et il peut y avoir en effet des puissances qui mettent la main là-dessus ou il suffit de voir un petit peu les évolutions, que ce soit un continent qui verse dans la guerre civile. C'est exactement c'est ça qui est Et puis alors, il y a quelque chose qui est réel, et ça, ma femme va pouvoir vous en parler, c'est les normes bureaucratiques absolument insupportables qui, maintenant, briment la vie des producteurs économiques et qui empêchent toute invention, et qui, d'ailleurs, portent très gravement atteinte, on l'a dit dans plusieurs émissions, à la propriété privée des classes moyennes. Notamment les normes environnementales, les normes écologiques, les normes en matière de réchauffement climatique et de CO2. On a reçu ici un physicien, François Gervais, qui montre que la question du réchauffement climatique est très largement multifactorielle, que le CO2 a une incidence, mais relative, là, dans tout ça, parce que en fait, on a des taux de CO2 aujourd'hui dans l'atmosphère qui sont très faibles par rapport aux époques préhistoriques, beaucoup plus faibles. Or, la Terre, à l'époque des dinosaures, il y avait 4-5 fois plus de CO2 dans l'atmosphère. Les dinosaures, ça ne les a pas dérangés. D'ailleurs, ce que fait remarquer François Gervais, c'est que toutes ces ressources fossiles, comme le charbon et le pétrole, ils viennent de forêts de cette époque qui étaient gorgées de CO2 et qui ont été enfouies et qui se sont fossilisées, qui ont produit le pétrole et le charbon. Donc en réalité, ce que nous remettons dans l'atmosphère, c'est du CO2 fossile, en quelque sorte. Mais la Terre a connu des périodes où il y avait 8000 parties par million de CO2. Donc la lutte pour le zéro carbone
qui amène à ruiner les économies, c'est totalement délirant. Surtout qu'il n'y a jamais... S'il y avait zéro carbone, il n'y aurait plus de vie sur Terre, comme vous le savez. Parce qu'en dessous de 280 ppm, partie par million, les végétaux n'ont plus assez pour vivre. Donc on est plutôt à la limite de ça. Alors, on est d'accord pour dire que c'est pas la peine de gaspiller des ressources naturelles, et autant les économiser, c'est de bon sens. Mais quand on voit les permis de louer, en particulier, les interdictions de louer et certains logements qui sont classés en classe H, G et bientôt F, les expropriations prévues désormais pour des raisons de logement social notamment, l'abus du logement social qui est en fait un logement pas tellement social mais plutôt, vous voyez ce que je veux dire. Bon, eh bien, tout cela aboutit à attaquer très profondément la prospérité des classes moyennes, surtout que ça se double d'une répression politique réelle et d'une volonté constante de fliquer la population par tous les moyens possibles. Ce que dit Trump est très juste. Alors aujourd'hui, quand nous voulons louer des biens en banlieue, nous sommes soumis à des municipalités de gauche tout à fait partiales, qui semblent haïr les propriétaires que nous représentons, et qui, pour un oui ou pour un non, demandent, alors ça je ne sais pas, peut-être que tu pourrais en dire deux mots de ça, de l'histoire des permis de louer et de toutes ces choses-là, parce que c'est insupportable à la fin. Oui, il faudrait qu'on fasse une émission sur la question, parce qu'effectivement, il y a, alors c'est la loi SRU, hein, c'est ça, non? Oui, alors la loi SRU, ça c'est le logement social. C'est Duflot à l'époque qui a fait l'essai, je crois, hein, il y a eu plusieurs couches successives. Ouais. La loi SRU, c'est la mixité sociale. Que certains maires veulent imposer coûte que coûte, alors qu'il y a énormément de logements vacants. Mais les permis de louer, c'est des mairies de gauche qui ont mis ça en place. Je ne crois pas que ce soit la loi SRU. Je ne sais pas très bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les permis de louer sont des permis qui sont donnés par les communes. Ça dépend des services. Lorsque le marché est tendu... Voilà, avec le plafonnement des loyers aussi. Et le service de la commune qui s'en occupe, je crois que c'est le service de l'hygiène, oui. Voilà. Qui interprète un maquis de texte totalement incompréhensible, comme elle l'entend, cette commission, de telle sorte que suivant que vous êtes bien ou mal vu de la mairie, on vous accorde ou non le permis de louer. Après, alors on dit, nous sommes dans un état de droit, soyons sérieux, vous faites des recours. Vous avez vu le temps des recours administratifs. Le tribunal administratif, c'est 2, 3 ans, 4 ans d'attente. Pendant ce temps-là, votre bien est totalement bloqué. Et puis, c'est surtout que, finalement, les mairies demandent quoi? Elles demandent les diagnostics qui sont déjà obligatoires, qui doivent être remis aux locataires. Donc, c'est le service de l'hygiène qui va examiner les diagnostics en plus du locataire. Elle demande des photos du bien, une multitude d'informations. Des visites domiciliaires sur place. Et il y a des agents plus ou moins aimables qui viennent regarder à la loupe et qui, souvent, pour des histoires absurdes d'une douille électrique et pas comme ci, comme ça, qui refusent le permis de louer. Après, il faut refaire un recours, il faut reconstituer le dossier. Enfin, c'est effroyable, c'est l'URSS. Alors, là, l'Europe est terrible parce qu'elle encourage toutes ces choses-là. Alors, regardez le zéro carbone, l'interdiction des moteurs thermiques en 2030. Vous avez parlé de l'URSS, je suis tout à fait d'accord. C'est qu'on est sur une pente... qui ressemble... Vous savez, la construction européenne ressemble à s'y méprendre à la construction du socialisme. Oui, alors c'est juste. D'abord, il y a le mot même de construction. C'est ça. Oui. C'est-à-dire, comme je le disais tout à l'heure, ce mot un peu savant de téléologie, c'est-à-dire que, en fait, on force tout le monde à devenir un petit peu, si vous voulez, au lieu de vivre à l'instant T, et de se projeter à 2-3 ans, on est censé sacrifier tout au profit d'une entité en devenir dont on ne sait pas ce que ça sera. C'est comme le socialisme, qui sera le paradis sur Terre. La construction du socialisme, vous vous rendez compte que ça a duré de 1917 à 1991, ça a duré quand même 74 ans, et en fait, on ne savait pas ce qu'on recherchait. Oui. On ne savait pas, il y avait eu, dans 1930, il y avait eu un article dans la Pravda, qui avait dit, quand est-ce qu'on va arriver? Parce que les gens se posaient des questions. Quand est-ce qu'on va arriver au socialisme? Quand est-ce qu'on va, on construit? Quand est-ce qu'on aura les clés de la baraque, quoi, en fait? Oui. Et donc, en 1930, dans la Pravda, ils avaient dit, ça sera en 1950. En 1950, il y a eu la Grande Guerre patriotique, puis après, il y avait Staline, donc tout le monde se... Puis lorsque Khrouchtchev est arrivé au pouvoir... Il y a eu des gens qui ont demandé, c'est quand? Parce que ça faisait depuis... Et en 1960, Khrouchtchev avait dit, ça serait en 1980. Bon. Et puis en 1980, c'était Andropov.
Et là, les gens ont dit, alors qu'est-ce qui se passe? Et là, il a dit que c'était l'Union soviétique était confrontée à des phénomènes complexes. Vous savez, ça fait partie. Par exemple, le fait que Édouard Philippe ait appelé son parti Horizon, c'est extraordinaire parce que l'Horizon a une particularité, c'est que plus vous en rapprochez, plus il s'éloigne. Voilà. Et bien, c'est ça, la construction européenne, c'est-à-dire que c'est un truc, on ne sait pas ce qu'on cherche. On ne sait pas quel est le périmètre final, d'ailleurs. Bien malin, celui... est-ce que l'Ukraine va y entrer? Est-ce que la Géorgie? Est-ce que l'Arménie? Pourquoi pas Taïwan, pendant qu'on y est? Exactement. Voilà. Bon, donc on ne sait pas ce que l'on veut. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra occuper les locaux, quand est-ce qu'on pourra dire que la construction est terminée. Donc c'est une construction... En fait, c'est une utopie. C'est un fantasme, en fait. Bon, d'ailleurs, il y avait eu Yves Thibault de Silguy, qui était commissaire européen au moment de l'adoption de l'euro. Il était commissaire français, il avait été chargé de l'euro. Il avait eu cette phrase terrible, en fait. Mais lui, il considérait que c'était positif. Sur l'euro, il avait dit que l'euro est une autoroute sans sortie. C'est incroyable, ça. Donc mais les gens avaient fait remarquer que c'est un cauchemar, ça. C'est horrible. L'idée vous entrez sur une autoroute, il n'y a pas de sortie. Vous vous rendez compte? Sans sortie et sans issue. C'est ça que ça veut dire. Parce que si l'autoroute s'arrête, vous êtes pris au piège. Alors, si vous me permettez de filer un petit peu, mais je crois qu'elle est très constructive, cette métaphore. Parce que si vous arrivez dans ce genre de structure politique, qui est une utopie, bon, on vous dit quelle est la loi de l'histoire. La loi de l'histoire, c'était le marxisme-léninisme. Quand vous alliez en URSS, moi j'y suis allé en sortant de l'ENA, c'était en 1985, il y avait sur les grandes places, c'était écrit en russe, communiste pravdit, ça veut dire le communisme vaincra. C'était une loi, on a enseigné ça. C'était une loi de l'histoire, le déterminisme historique. De même qu'aujourd'hui, dans les écoles françaises, on explique qu'il y a eu, alors c'est le petit père des peuples, il y a Jean Monnet et Robert Schuman, et donc la construction, on ne peut pas discuter, si vous voulez. C'est un article de foi. C'est très important à comprendre, c'est un article de foi. Mais le problème, c'est que si vous êtes dans ce genre de structure, c'est d'une certaine façon l'abolition de la politique. Oui, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Donc, il n'y a plus de choix. Donc, puisqu'il n'y a plus de choix politique, il faut montrer que le vélo continue parce que si vous arrêtez de pédaler, le truc s'effondre si vous êtes en vélo sans pédaler. Donc, il faut pédaler. Et donc, ça sécrète assez naturellement une bureaucratie qui va être chargée... Et qui est de plus en plus répressive, en plus répressive et autoritaire. Oui, parce que évidemment, comme... les résultats ne sont pas toujours brillants. Et même généralement pas du tout. Ils sont généralement mauvais. Et comme c'est contraire au dogme, puisque le dogme veut que ce soit l'avenir, inéluctablement, dans tous les pays qui ont embrassé la construction... Et c'est pareil en la construction européenne. C'est-à-dire, petit à petit, on tord les statistiques. Par exemple, vous avez eu cette statistique terrible en France, c'est que le taux de mortalité infantile remonte en France depuis plusieurs années. C'était sur ce critère très particulier qu'Emmanuel Todd avait écrit son livre à succès en 1976, La chute finale. Il avait remarqué que le taux de mortalité infantile remontait en URSS, ce qui témoignait d'une dégradation. Ah oui, ça c'est un indicateur extrêmement intéressant. C'est un indicateur, tout le monde avait brocardé Emmanuel Todd. En France, on y est. Alors, vous avez donc des gens qui sont là et qui vont essayer de prouver les bienfaits d'une construction qui, de toute façon, ne peut pas être remise en cause, mais il faut quand même trouver des choses à faire. Donc, on va avoir des fonctionnaires... il y a toujours des ennemis, comme en URSS, qui empêchent la construction du socialisme. Alors, c'est l'extrême droite. Parce que, encore, Macron a dit, il n'y a pas longtemps, notre ennemi prioritaire, c'est les forces d'extrême droite, c'est-à-dire nous tous. C'est pas les étrangers, c'est pas les ennemis de la France, non. C'est les gens qui ne pensent pas comme lui en France. Voilà, c'est ce qu'on appelait... Comme le dit très bien, vous avez Mathieu Bocoté, n'importe qui, même de gauche, peut se retrouver catalogué d'extrême droite du jour au lendemain. Oui, c'est ce que les psychanalystes appellent le mauvais objet. Voilà. Vous êtes le mauvais objet si vous n'approuvez pas... Donc, alors, on a les mêmes choses qu'en URSS. Vous savez, en URSS, il y avait la journée du travailleur, la journée des femmes, la journée des... Là, depuis qu'on est dans la construction européenne, on a la journée de ci, la journée de ça. Voilà, on a quasiment... Il y avait un peu ce que certains appelaient des bondieuseries rouges. Oui, c'est exactement ça. On a des bondieuseries bleues aux étoiles d'or. Et alors, c'est aggravé en plus dans l'Europe parce que il y a donc des fonctionnaires qu'il faut embaucher. Ils vont évidemment, tout fonctionnaire, essayer de se trouver une justification. Donc, ils pondent une norme. Mais comme on est 27 pays, il faut qu'il y ait des fonctionnaires des 27 nationalités. Évidemment.
Si encore il y en avait qu'une, mais là, donc, vous êtes obligé d'avoir des postes redondants, avec des Chypriotes qui doivent parler à des Portugais, des Danois qui doivent parler à des Croates. Des Lettons qui doivent parler à des Grecs. Voilà. Donc ça fait un bazar extraordinaire, et vous avez effectivement cette accumulation de normes et de normes et de normes. C'est un peu, si vous voulez, c'est comme... Moi, je vois ça, c'est à partir du moment où vous entrez dans cette utopie, c'est un peu la fin de l'histoire. Vous êtes entré dans le... C'était ça l'objectif final. C'était, pour ceux qui croyaient dans la construction du socialisme, c'était ça l'objectif final. Pour ceux qui croient dans la construction européenne, c'est ça l'objectif final. Ben, ça fait penser à quelqu'un, si vous voulez, qui se laisse un peu aller à la retraite, par exemple, et puis qui ne bouge plus. Oui, c'est ça. Ben, comme il bouge plus, il va faire du gras. Et oui, il va grossir. Et puis il va déprimer. C'est ça. Et il va plus avoir de volonté. Alors, il y a des questions d'auditeurs. Il y a des questions, mais moi, j'ai une question aussi à vous poser, monsieur Asselineau. Les normes, cette accumulation de normes, on le voit bien avec les permis de louer, les diagnostics, les... Les ZFE ont sauté. Les ZFE ont sauté à la grande fureur des écolos. Est-ce que c'est pas aussi dû au fait qu'au niveau de l'Union européenne, il y a des lobbies qui font passer ces réglementations parce que c'est la façon dont économiquement ils fonctionnent. Évidemment. Parce que sinon, on ne serait pas dans cette logique. Ils n'auraient rien à faire des normes s'ils ne vendaient pas ce qu'ils vendent en les imposant. Mais c'est l'histoire des... Pardonnez-moi de vous interrompre, c'est l'histoire des robinets thermostatiques connectés. Il y avait un projet d'obliger en 2027 tous les appartements et toutes les résidences de France à avoir des robinets thermostatiques connectés sur chaque radiateur. Ça représente... Alors, l'ennui, c'est que ces machines marchent très mal et en plus, certaines ont mis le feu à des maisons. Donc, ils ont été obligés de reculer à 2030 l'installation des robinets thermostatiques connectés. Mais pourquoi ? Parce que derrière, ça fait des millions et des millions de robinets thermostatiques. Il y a des fabricants qui se frottent les mains de cette manne extraordinaire, parce que bien sûr, il y aura des subventions. Alors, vous avez 1000 fois raison, je trouve, d'attirer l'attention sur ça, parce que c'est vraiment un point fondamental, les lobbies. Vous savez qu'ils sont obligés de se faire inscrire à Bruxelles. Et aux dernières nouvelles, mais peut-être que je suis peut-être très en dessous de la réalité, c'est des chiffres qui datent d'il y a déjà plusieurs années, il y avait au moins 8000 lobbies qui étaient inscrits. Bon. Mais c'est assez normal que ça sécrète les lobbies. Pourquoi ? Parce qu'en fait, personne n'y comprend rien. Qui est-ce qui s'intéresse à l'Union européenne ? En fait, c'est comme je l'ai dit souvent, c'est la première fois dans l'histoire qu'on a une dictature qui s'impose par la complexité et l'ennui. Oui, c'est ça, très juste. C'est vrai. Donc les gens, normalement, par exemple, sur l'affaire des retraites, bon. C'est pas Matignon que les syndicats devraient aller manifester, c'est devant la Commission européenne, puisque c'est elle qui, par les grandes orientations des politiques économiques qu'elle fixe chaque année, c'est l'Union européenne qui nous impose, au nom de la nécessaire convergence des politiques économiques pour sauver l'euro, c'est elle qui fait ça. Mais évidemment, de temps en temps, vous avez quelques agriculteurs qui ont essayé de faire des manifs à Bruxelles. C'est vrai, ils l'ont fait quelques fois, mais ça n'embraye pas. Les gens n'embrayent pas là-dessus. Mais non, c'est loin. C'est loin. Les gens voient parce qu'ils ne comprennent pas. D'ailleurs, tout est fait pour qu'ils ne comprennent pas. Donc, résultat des courses, vous avez des milliers et des milliers et des milliers de fonctionnaires au Berlaymont. Je ne sais pas si vous y êtes allés, c'est absolument extraordinaire. Vous avez au moins 78 ou 80 buildings géants qui sont les buildings de la Commission européenne. Il y a un côté d'ailleurs très néo-stalinien dans ces buildings. Et là-dedans, vous avez des fonctionnaires de 27 nationalités qui sont là et qui, ils s'ennuient. Et alors, ils voient arriver qui ? Ils voient arriver des lobbyistes qui sont les seuls qui viennent les voir, qui eux sont payés pour aller les voir. Et pourquoi ? Parce que vous l'avez dit très justement aussi, c'est absolument génial pour un lobbyiste qui est la construction européenne. Parce que si vous, au lieu de demander à 27 États différents d'avoir une réglementation qui favorise l'entreprise, vous avez qu'à aller à Bruxelles et qui impose une nouvelle norme. Par exemple, il y avait eu, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était un exemple parmi des centaines d'autres. Vous aviez les fabricants de barrières métalliques qui s'étaient dit, mais en haut des immeubles, il faut mettre des garde-corps. Des garde-corps, voilà. Bon. Il y avait des millions d'immeubles où il n'y avait pas de garde-corps. Bon, mais donc il suffit que le type soit allé voir... Et ça lui fait un marché. Un commissaire européen ou un fonctionnaire de niveau moyen, et puis qui lui dit, voilà, et le fonctionnaire de niveau moyen, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est avide de prouver que la construction européenne sert à quelque chose. Donc il va embrayer. Il va embrayer là-dessus. Et donc d'un seul coup, on vous fait tomber du ciel l'idée qu'il faut que les 27 pays mettent des barrières, ce qui maintenant, vous en avez partout si vous passez, l'autre jour, j'étais passé même sur les toits ou par ce devant. Personne.
Si vous avez si vous voulez faire fortune, je le dis ici, s'il y a peut-être quelques si jeunes cyniques qui écoutent, j'espère pas trop, Radio Courtoisie. Quelques jeunes entrepreneurs, fabricants de barrières, et de robinets thermostatiques connectés. Vous inventez, je ne sais pas quoi, moi, le presse-purée à roulettes, qui permet à la fois de faire de la purée et de dégager de l'énergie pour éviter la production de CO2. Exactement. Voilà. Et puis vous allez voir... un commissaire européen. Oui, ou quelqu'un dans l'administration. Et puis vous lui dites, voilà, je voudrais... Voilà, c'est un truc, ça va vous permettre de montrer que l'Europe, c'est l'avenir. Qu'elle sauve la planète. Qu'elle sauve la planète, etc. Voilà. D'ailleurs, je vous propose, là, entre Noël et le jour de l'an, si vous voulez, avec votre épouse, je vous offre un voyage pour aller dans les Caraïbes. Vous verrez qu'on a un site expérimental. Voilà. Et donc, il y a une espèce de corruption. Avec nos nouveaux théières à récupération d'énergie. Voilà. Et puis, bingo, je n'exagère à peine. C'est pour ça qu'on voit cette espèce d'inflation extravagante. Extravagante, énorme. Alors, François Asselineau, je vous arrête parce qu'il y a des questions et les auditeurs veulent les poser. Il y a une question d'une auditrice qui dit d'ailleurs qu'il ne faut pas que tu interrompes. Non, mais je n'interromps pas. Après, il a quand même beaucoup parlé. Parce qu'elle veut l'entendre. Je ne l'interromps pas, je l'encourage. Bon. C'est différent. Et donc, la question qui vous est posée, monsieur Asselineau, c'est Hitler était allié au grand mufti de Jérusalem, musulman. Ils étaient d'accord pour la disparition du peuple juif. Comment est-il possible que Soros, d'origine juive, soit à l'origine des mouvements migratoires musulmans en Europe? Voilà la question de cette auditrice. C'est une bonne question, effectivement. Oui, c'est intéressant. Ça. Elle dit aussi qu'il faut laisser M. Asselineau répondre. Hein. Mais si j'ai la solution, peut-être que je vais dire... C'est une question à M. Asselineau. Alors, je ne sais pas si j'ai des réponses à tout. Ce que je pense, c'est que je pense que Soros fait partie de ces gens qui visent à abolir les États-nations. On est devant un enjeu historique fondamental qui est que, à partir de la Renaissance, sont apparus en Europe occidentale les États modernes. C'est en Europe que ça s'est passé. Et ça a commencé en France avec Louis IX, qui a été le premier à juger sous son chef, c'est-à-dire à rendre une justice qui pouvait qui pouvait faire droit à un manant contre un seigneur, donc une justice d'État impartiale. Voilà. Deuxièmement, il avait créé les établissements de commun profit, avec l'hôpital des 15-20, par exemple, pour soigner les maladies de peau et ophtalmologiques qui étaient payées sur la cassette royale. Donc ça, c'est l'apparition en France du tout premier sentiment national avec un État qui assure la justice sociale. Ceci s'est répandu progressivement dans toute l'Europe. Et ça a été évidemment au détriment de la féodalité. Et chaque État a eu son chemin pour faire apparaître un État qui assure la res publica, le bien commun, contre les féodalités. Et je pense que le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est la revanche des féodaux. Ah oui. Mais des féodaux qui ne sont plus, cette fois-ci, le comte de Toulouse, le duc de Berry, le duc d'Anjou. Non, maintenant, c'est BlackRock, c'est le président de BlackRock, le président de Vanguard, des grands fonds de pension américains, c'est Bill Gates, c'est Bernard Arnault, Bolloré. Enfin, ce sont ces multimilliardaires qui sont, et dont la fortune, j'insiste sur cet aspect des choses, est due à la libre circulation des capitaux qui a été imposée par l'OCDE et en Europe par les traités européens, par l'acte unique de 86. Des années 90, c'est ça. 86 et 92. La fin du champ à la et cette libre circulation des capitaux est à l'origine de l'explosion des fortunes privées. Bolloré, dans les années 90, il était l'héritier d'une famille qui faisait du papier à cigarette. Il avait l'équivalent, je ne sais pas, peut-être de l'équivalent de 100 millions d'euros, 150 millions d'euros. C'est une fortune. C'était à l'époque des francs, d'ailleurs. Oui, c'était des francs, mais l'équivalent. C'était presque pas 1 milliard de francs. Non, c'était à peu près comme ça. Bon, tout le monde ne les a pas. Non. Mais ça restait... 1 milliard de nouveaux francs. Oui, c'était connu, d'ailleurs, que la France... Dans les années 60, il y avait Sylvain Floirat, vous vous rappelez, il y avait quelques personnes comme ça. Il y a Madame de Bettencourt aussi. Voilà, mais les milliardaires en France étaient souvent petits par rapport aux milliardaires américains. Ça n'avait rien à voir. Dans les années 90, et des vieilles familles. Voilà. En général. Dans les années 90, il y avait 3 milliardaires en France. Voilà. Mais, pour prendre l'exemple de Bolloré, qui est très explicatif pour les auditeurs, à partir du moment où vous avez la libre circulation des capitaux, c'est-à-dire que vous pouvez sortir votre argent de France pour aller construire une usine au Bangladesh, pour faire travailler des gens à un salaire qui est 5% du salaire français et ensuite réimporté,
Une chemise dont le coût de fabrication sera de, mettons, 25 € en France, c'est 1 € au Bangladesh. Évidemment. Et si vous le revendez 30 € en France, vous voyez le profit que vous faites. Et ça, alors c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, mais enfin Bolloré, il a des intérêts en Afrique et autres. Donc ça, c'est à l'origine de l'explosion vers le haut de quelques centaines, quelques milliers de personnes à travers le monde qui deviennent des multimilliardaires. Et qui influencent désormais la politique bien sûr, autant que les États. Plus. Regardez Bolloré, il avait, mettons, l'équivalent de 100 millions d'euros. On va pas trop dire de mal de Bolloré parce qu'il est plutôt de notre côté. Oui, on va prendre plutôt d'autres genre milliardaires moins bien. Mais attention quand même, parce que il a 100 millions d'euros en 1990. En 2009, selon Challenge, il a 2,3 milliards d'euros. Oui. Et aujourd'hui, il a 11,5 milliards. C'est bien. Il a multiplié sa fortune par 5 c'est ça. en 15 ans. Alors, il est vrai que c'est pas seulement Bolloré, c'est Patrick Drahi, c'est Bernard Arnault, c'est Bill Gates, c'est Elon Musk. C'est Elon Musk. C'est ce que certains ont théorisé sous le terme d'hyperclasse. Il est bien évident, mettez-vous un instant à la place de M. Bolloré. Vous n'allez pas, lui comme les autres, vous n'allez pas accepter de remettre en cause la libre circulation des capitaux, évidemment. Puisque c'est la poule aux œufs d'or. Oui. Mais avec des fortunes comme celle-ci, vous vous rendez compte par exemple que quelqu'un comme Bernard Arnault, dont la fortune a tangenté les 200 milliards de dollars, mais ça a un peu décliné, mais c'est beaucoup plus qu'au moins une quarantaine d'États dans le monde en termes de PIB. Oui. Et donc, quand vous êtes multimilliardaire, vous faites quoi ? Vous faites ce que fait M. Bolloré. C'est-à-dire vous achetez des journaux. Oui, mais lui, il est quand même attaché à la vérité, ce qui est très important. Oui. Je préfère un milliardaire attaché à la vérité à un milliardaire qui sert comme Soros la décomposition de la civilisation. Il est attaché, disons qu'il est attaché heureusement peut-être... qu'il y a des gens comme lui. Il est peut-être attaché à une certaine forme d'identité nationale. Ah oui, quand même, oui, mais en tout cas, il ne favorise pas le discours sur la sortie de l'Union européenne. C'est évident. Alors attendez, il y a d'autres questions. Il faut absolument qu'on les pose parce que l'émission va... Parce qu'on doit parler de la question militaire. Alors, une question très importante. Bravo, cher auditeur. Effectivement, elle est essentielle. Quelle différence faites-vous entre lobby et mafia ? Non, alors, c'est pas exactement la même chose. Non. Parce que, attendez, moi je peux répondre parce que je suis quand même juriste et je peux répondre à ça. Non. Dans la mafia est un lobby, mais c'est un lobby fondé sur le crime, la violence et le mépris de toutes les règles, alors qu'un lobby agit dans la légalité. Il y avait autrefois un lobby de l'aristocratie, de la noblesse, où c'est des groupes de pression. Il y a un lobby des protestants, un lobby des juifs, un lobby des catholiques. Un lobby n'est pas criminel, alors qu'une mafia est un lobby criminel, on va dire. Alors, voilà ma réponse. Si je peux apporter mon grain de sel. Oui, bien sûr. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites. Il y en a un qui est criminel, mais... La nuance, parfois entre les deux n'est pas si claire que ça. Le cheminement n'est pas rompu quand on passe de l'un à l'autre. Et puis deuxièmement, il y a lobby et lobby, parce qu'on peut employer le terme lobby de façon juridiquement claire et d'une façon imagée. Quand, par exemple, je dis qu'il y a 8000 lobbies à Bruxelles, c'est pas de façon imagée, c'est juridiquement clair, parce qu'ils doivent s'enregistrer auprès de la Commission européenne comme étant un lobby officiel. Et ça, c'est une tradition qui nous vient... des États-Unis. Parce que du temps de De Gaulle, il n'y avait pas de lobby au Parlement français. Ça n'existait pas. Il y a des groupes de pression. Si, on parlait du patronat. Il y avait le CNPF, il y avait les syndicats. Il y avait le Parti communiste, il y avait la CGT. Oui, c'était des groupes de pression. Mais le lobby, c'est quelque chose de très particulier, puisque c'est souvent des intérêts privés qui financent des gens qui sont là pour, en fait, tordre les réglementations en leur faveur. Bien sûr, pour influencer l'activité législative. Alors, il y a d'autres questions très importantes. Il y a d'autres questions, mais il y a aussi un très gentil message d'un auditeur qui dit « Bonjour, ce message pour vous faire part de mon don de 250 €. Merci, c'est bien, merci, cher auditeur. Je vous écoute du sud de la France, depuis la ville de Castres, ancien du 8. Alors là, j'arrive pas à lire. Depuis Internet et les applications de radio, je vous ai découvert grâce à la chaîne YouTube de Géopolitique Profonde. Oui, ça c'est Nicolas Stocker. Ainsi qu'au passage chez vous de Monsieur Asselineau. Donc c'est quand vous étiez venu. Déjà auparavant. Voilà. Merci à vous pour la qualité de vos émissions radiophoniques, la qualité de vos invités, vos journalistes et émissions. Merci également aux bénévoles de Radio Courtoisie. Alors, le bénévole, la technicienne, qui n'est pas bénévole d'ailleurs, va passer un bobino, là, qui est une publicité.
Chers amis, comme l'an dernier, notre généreux mécène s'engage à nous soutenir en cette fin d'année. Selon l'adage « Aide-toi et le ciel t'aidera », il s'engage à doubler chaque don qui sera fait à Radio Courtoisie entre le 1er et le 31 décembre. 5, 10, 50, 100 ou 1000 euros, chaque euro va compter. En cette fin d'année, plus que jamais, je vous demande de nous aider en participant à notre marathon du don. Vous aussi, participez au marathon du don de Radio Courtoisie. Faites un don en ligne sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Votre don est déductible de 66% dans la mesure de 20% de votre revenu imposable et 60% si vous agissez au nom d'une entreprise. Un don de 100 € ne vous revient qu'à 34 €. Par avance, merci. Parfait. Et merci aussi Merci aux techniciens qui assurent le succès de cette radio. Alors, continuons. Alors, une autre question d'auditeur. LR et le RN ne veulent pas la sortie de l'Union européenne. Pourriez-vous faire partie d'une union des droites en dépit de cette différence majeure ? Point d'interrogation. Oui, c'est une question intéressante pour les électeurs. Oui, on a déjà répondu. Je sais que certains, et ça hérisse le poil, mais pour nous, c'est la question de la sortie de l'Union européenne n'est pas une question adventiste, c'est pas une question accessoire. C'est le cœur nucléaire du problème de la France. C'est-à-dire ce qui se cache derrière, c'est la souveraineté nationale. Et si vous voulez, moi, je voudrais insister sur que n'importe qui peut faire ce test, d'ouvrir le texte de la Constitution française aujourd'hui, le titre 1 de la souveraineté. Oui, je sais. C'est la souveraineté nationale, c'est-à-dire la liberté du peuple français de décider lui-même de son propre avenir. C'est la clé même de nos institutions. C'est certain que ça a été piétiné en 2005. Et ça a été complètement piétiné. En 2005, et on en est au sûr. point que lorsque vous dites que vous voulez revenir à la souveraineté nationale, on vous considère comme un farfelu, voire comme quelqu'un d'extrême droite. Oui. Mais l'anomalie, c'est d'être européiste. C'est ça. L'anomalie, vous n'avez nulle part... Surtout qu'après tout, c'est vrai qu'on a voté en 2005, une assez large majorité s'est dégagée en faveur... non pas d'un refus de l'Europe, mais je dirais d'une pause. C'était évident qu'on ne voulait pas du traité de Lisbonne. Voilà. Et alors, je suis obligé de dire, alors je sais qu'il y a des gens, à Radio Courtoisie, il y a certaines oreilles qui vont peut-être être pas très contentes de ce que je vais dire, mais quand est-ce qu'on a fait échec à l'Europe ? On a fait échec à l'Europe le 29 mai 2005. Bon, lorsqu'il y a eu ce référendum sur la Constitution, ça, oui. Il y a eu 55% de non. Oui, c'est ça. Mais les 55% de non, c'était pas 55% de gens de droite. Oui, c'était des gens de tous les bords. C'était 30% de gens de droite, 25% de gens de gauche. De droite et d'extrême droite, de gauche et d'extrême gauche. Alors rappelez les chiffres, combien vous dites ? À peu près, je crois, c'est 30 du côté de droite et 25 du côté de gauche, à moins que ce soit l'inverse. Enfin, ça se tenait. Parce que rappelez-vous, vous aviez les électeurs du Front National je me souviens. Qui avaient voté non. Il y avait aussi les électeurs, moi j'étais proche de Pasqua à l'époque, qui avaient appelé à voter non. Donc, et puis de l'autre côté, vous aviez le Parti communiste, vous aviez l'extrême gauche, il y avait Mélenchon qui avait appelé à voter non. Et vous aviez aussi, chose remarquable, Fabius qui avait appelé à voter non en se dissociant du reste du PS. Bon. Eh bien, ça veut dire quoi, ça ? Ça veut dire qu'il ne sera pas possible, vraiment je pèse mes mots, de sortir de ce cauchemar que nous vivons si on ne rassemble pas toutes celles et tous ceux, provisoirement, bien sûr, qui veulent sortir de ça pour récupérer la souveraineté nationale. Et on se retrouve dans le même dilemme, exactement le même dilemme que Charles de Gaulle en 1941-42. C'est-à-dire qu'il y avait, pour combattre l'occupant allemand, vous aviez des gens de droite... Et des gens de gauche. Et d'ailleurs, il y avait une majorité de gauche. Bon. Et De Gaulle avait été obligé de faire une alliance pour rédiger le Conseil national de la résistance, le programme du CNR. Il avait été obligé, c'était Pierre Vimont qui était un communiste, qui avait tenu la plume. Et au CNR, c'est très important, au CNR, vous aviez des communistes, des socialistes, des chrétiens sociaux, des gaullistes, des royalistes. Il y avait même l'extrême droite de la cagoule. Et De Gaulle avait... parce que c'était des gens qui était le nationalisme intégral de Charles Maurras. C'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas. Et honnêtement, ce n'est pas une fantaisie, c'est pas un dandisme intellectuel. Ce que je dis, nous dans notre mouvement politique, on rassemble des gens qui ont compris qu'il faut faire cette alliance historique provisoire. Une fois, vous savez, c'est comme la fin d'un album d'Astérix. Une fois qu'on aura chassé les Romains, une fois qu'on sera redevenu chez nous,
la droite et la gauche, naturellement, se retaperont dessus. Bien sûr. Mais là, si on fait une alliance des droites... Oui, c'est l'union sacrée. Regardez, je suis désolé, mais le RN ne veut pas sortir de l'UE, LR ne veut pas sortir de l'UE, Zemmour ne veut pas sortir de l'UE. Bon, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que... On reste dans le truc, on reste coincé. Et c'est pareil à gauche, d'ailleurs. Hein. Bien sûr. Alors, François Asselineau, il faut qu'on passe quand même à la question qui est le titre de cette émission. On a vu le chef des armées, le chef d'état-major, général Mandin, je crois. Mandon. Qui est venu faire une déclaration tonitruante en disant qu'il fallait que les Français s'apprêtent à accepter de perdre leurs enfants et être ruinés pour protéger l'Union européenne et la France contre l'invasion probable par la Russie à l'horizon 2030. Hein, c'est ce qu'on nous a dit, dans 4 ans à peu près. Donc ça m'étonnerait que le général Mandon ait pris les libertés de son propre chef de dire ça si c'est pas la voix de son maître. Est-ce que c'est d'ailleurs le rôle du chef d'état-major de venir faire des déclarations politiques à la manière d'un commissaire du gouvernement ? J'en doute, foncièrement. Je crois qu'il est sorti de ses attributions. Il n'aurait jamais dû accepter de faire ça. Ça a beaucoup choqué les gens. Alors aujourd'hui, Macron rencontre aujourd'hui même Merz et Starmer pour toujours la même histoire. Comment va-t-on faire la guerre ? Alors pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'est que le Washington Post a révélé un plan d'invasion de la Russie en 3000 pages, je crois, qui est préparé par les services secrets de la République fédérale allemande, que monsieur, d'ailleurs, Philippot a longuement commenté, vous avez vu sans doute. Madame Kaja Kallas, qui n'en rate pas une et qui est une sotte absolue, a dit « Notre objectif prioritaire, c'est de démanteler la Russie ». Et nous y parviendrons. Thierry Breton a dit vaincre la Russie est désormais pour nous une question de vie ou de mort. Et nous voyons que dans le cadre d'une paix durable, moi j'appelle ça une guerre durable, on veut envoyer des troupes là-bas. Alors est-ce que François Asselineau, est-ce que vous pensez que c'est des gesticulations politico-médiatiques complètement grotesques, ou est-ce qu'il y a un risque réel de voir Macron, Merz et Starmer provoquer un incident, comme l'a dit le président Poutine, il a dit il y a 3 jours, si vraiment il crée un incident, plus personne ne pourra contrôler l'avion. Il l'a dit. Donc ça veut dire que c'est pas, faut pas prendre ça à la légère. Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on a les moyens d'ailleurs de gagner une telle guerre ? Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous dites. Oui. Bon, déjà, je suis 1000 fois d'accord avec vous. Le général Mandon, c'est un scandale absolu qu'il a fait ce qu'il a fait. Bon, d'ailleurs, en plus de ça, c'est un drôle de général, c'est un drôle de chef d'état-major des armées. Normalement, un chef d'état-major des armées, c'est un général de l'armée de terre qui a la maîtrise des hommes, qui sait commander. Ça, c'est un général d'aviation. Il a été pilote d'avion, si vous voulez, donc tout seul dans son avion. Oui. Donc c'est pas quelqu'un. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas quelqu'un qui a un charisme. Il a un charisme. Vous avez vu à quoi il ressemble. Bon, donc c'est vraiment. Il fait presque pitié. Enfin, non, c'est un peu le larbin de Macron. Oui, bon. Oui. Deuxièmement, moi je suis outré comme tout le monde parce que il y a quelque chose qui me scandalise tout particulièrement, c'est qu'on a affaire à plein de gens, plein de responsables qui n'ont pas d'enfants. Oui. Et qui disent qu'il faut aller tuer les enfants. Enfin, je veux dire, c'est quand même incroyable. Macron n'a pas d'enfant, Le Cornu n'a pas d'enfant, Attal n'a pas d'enfant, Borne n'a pas d'enfant, Madame Merkel n'avait pas d'enfant. Enfin, c'est quoi ce truc ? Et qui utilisent les enfants des autres de façon à... Et vous devrez sacrifier votre prospérité économique. Voilà. Aussi. Alors, troisièmement, moi, je pense qu'il y a une question de posture là-dedans, mais je suis d'accord avec Poutine. Il faut toujours se méfier des postures, parce qu'un dérapage peut arriver. Et moi, ce que je crains beaucoup aussi là-dedans, c'est que vous avez noté c'est un peu les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Il y a Merz, Starmer, Macron et Zelensky. Et Zelensky, voilà. On peut y ajouter les 2 dames qui sont alors Kaja Kallas et Van der Leyen. Et puis pour avoir les 3 parcs, on pourrait y ajouter, je sais pas, Nathalie Loiseau, si vous voulez. Bon. Sandrine Rousseau. Bon, mais alors, et ce qu'il faut voir quand même, c'est que tout le monde au sein de l'UE n'est pas d'accord. Heureusement. Et il y a quand même, il me semble, peut-être que je fais un procès d'intention, mais enfin moi je me rappelle quand même ce que j'ai vu dans le train qui allait à Kiev, vous savez, avec ce pochon là, etc. Bon, moi j'appelle ça le train sniffera 3 fois. Oui, bon, j'ai vu ça. On a quand même le sentiment qu'ils sont pas tout à fait en phase. On a le sentiment de gens qui sont drogués à la cocaïne.
Zelensky, c'est pour le sentiment que ça donne. Or, lorsque les gens consomment vous avez vu que la cocaïne maintenant est devenue la première drogue en France. Ah, c'est la première. Avant le hashish. Oui, devant donc c'est un véritable problème de santé publique. Et les prix ont baissé. J'en sais rien. Mais vous avez ce sentiment, paraît-il, de toute puissance. C'est ça. Voilà. C'est ça. Mais et face à ça, vous avez des gens comme Viktor Orban. Oui. Ben lui, il n'est pas cocaïnomane. Mélanie non plus. Non. Donc vous avez des gens qui, eux, ont gardé les pieds sur terre. Mais moi, je suis inquiet de ce trio Merz, Macron, Starmer, et Zelensky qui lui aussi complètement. Ce quatuor. Voilà. Et parce que je crains qu'ils essayent de mettre le feu aux poudres. Voilà, c'est le cas de le dire. Exactement, par une action intempestive. Vous avez vu la réaction, enfin c'est inouï, mais Zelensky, donc il s'est réuni avec les types dont on parle là au 10 Downing Street, avec Macron, Starmer. C'était aujourd'hui même. Voilà. Et il a fait une déclaration, vous aviez vu ça à la presse, où il a dit qu'il était hors de question de faire la moindre cession de territoire à la Russie. Il est complètement baboule, ils occupent déjà le terrain. Il va encore nous dire qu'il va récupérer la Crimée aussi. Voilà, c'est ça. Oui, non, mais c'est n'importe quoi. Dire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils veulent la guerre. Il veut la guerre. Voilà, bien sûr. Ça veut dire qu'ils veulent la guerre. C'est-à-dire, c'est ce qu'a dit Trump. Trump a dit, je suis quand même déçu de la réaction de Zelensky. Il n'a même pas lu mon plan de paix parce que je lui propose de céder quelques territoires, parce que sans ça, c'est la Russie va tout occuper. Mais bien sûr. Il l'a dit, ce qui est très juste. Mais d'ailleurs, aujourd'hui même, on apprend qu'il n'y a pas seulement Pokrovsk, mais il y a une autre ville qui est Mirnorad, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, surtout que c'est le nom ukrainien, qui, ça y est, c'est en train de tomber. Ce sont des nœuds stratégiques qui sont en train de tomber. Il y a Sevrevsk aussi qui est en train de tomber aux mains des Russes. Eh bien, je suis désolé, mais avec la déclaration qu'il vient de faire Zelensky, il donne... D'abord, la conséquence concrète, c'est que Trump... Il va finir par dire, moi je me retire de tout ça. Et puis j'arrête le renseignement. J'arrête le renseignement, j'arrête de payer de l'argent. Oui. Voilà, démerden zizi, comme on dit. Voilà, il lui se retire. Ça, c'est la première conséquence. Mais la deuxième conséquence, c'est que finalement, il fournit un argument en or massif à Poutine pour dire, face à des gens aussi dingos, qui fixent leurs conditions, alors que je sais pas, c'est comme si Hitler, dans son bunker en 1945, avait fixé des conditions aux Américains. Enfin, c'est inouï. Oui. Donc, en fait, là, il pousse Poutine à pousser son avantage jusqu'à une capitulation sans condition. Et à mon avis, ça va aller. Il va essayer de récupérer l'oblast d'Odessa. C'est évident. Bon, moi là-dedans, qu'est-ce que vous voulez que moi, ce que j'en veux vraiment. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que Français? Déjà, je pense qu'il faut absolument se manifester auprès des élus, de nos élus, des députés, etc., constamment. Il faut faire connaître les analyses, et notamment les miennes, entre autres, mais les analyses de l'UPR. J'ai fait des vidéos, par exemple, j'ai fait une vidéo, j'avais été invité par le dialogue franco-russe, c'était il y a 2 ans et demi, je crois, où justement j'avais expliqué que l'objectif de l'OTAN et des États-Unis, c'était de découper la Russie en morceaux. C'était exactement ça. C'était d'ailleurs ce que disait Brzezinski. Voilà. Mais c'était ce qu'a rappelé Kaja Kallas il y a quelques mois. Elle a dit notre véritable objectif, c'est de détruire la Russie et de la démanteler en petits pays inoffensifs. Voilà. Et alors, je voudrais ici, si je peux lancer un appel à la raison. Il y a quelque chose qui n'est pas admissible en France, c'est que la procédure de destitution de Macron ait été bloquée par le Rassemblement national. C'est pas possible. Parce que même s'il y a des gens qui disent ça n'ira pas jusqu'au bout, d'abord on n'en sait rien si ça n'ira pas jusqu'au bout. Mais moi je me rappelle, il y a plusieurs stades. La gauche l'avait lancé, la procédure de destitution. On arrivait à un stade 2 où il devait y avoir un débat public de mise en examen ou non de Macron. Si rien qu'il y avait eu ça, vous auriez eu tous les médias, non seulement français, mais du monde entier. On aurait parlé. Oui, évidemment. Tandis que là, Macron, il est en roue libre. Il n'y a jamais quelqu'un qui dit « Oh, je suis désolé, la procédure de destitution, il mérite 100 000 fois qu'on la lance à son encontre. » Notamment, il est en train de risquer d'envoyer les Français faire tuer leurs enfants ou leurs petits-enfants. Moi, je suis d'un âge, moi j'ai un petit-fils maintenant. D'aller se faire tuer. Jamais on a demandé l'avis des Français sur cette affaire. À aucun moment. Et on dépense des milliards. Alors qu'on est surendetté. Et on est surendetté et on dépense des milliards. Je lisais là, vous avez vu la nouvelle du jour, c'est encore un truc incroyable. Pour la première année de licence à la Sorbonne, ils sont tellement raides comme des pattes, ils n'ont plus d'argent à la Sorbonne, ils sont obligés, pour les étudiants étrangers,
hors Union européenne, ils font passer les frais de scolarité pour la première année de 175 € à 2359 €. Ah oui, quand même. Vous vous rendez compte ? Oui, ça change tout. Alors, donc, dans tous les domaines, on n'a plus un en permanence, les médias mainstream serinent cette idée complètement absurde à mes yeux. Poutine a l'intention de s'emparer du continent européen. L'armée russe va s'emparer de la Pologne, puis ensuite des Pays-Baltes, puis ensuite de l'Allemagne et de l'Autriche, puis ensuite de la Roumanie et de la France. Et l'armée russe va arriver, ça sera comme Hitler. Enfin, c'est aberrant, parce qu'ils n'arrivent même pas à aller jusqu'à Kiev et à Odessa. Et ils vont venir à Brest, par Litovsk. C'est absurde. On nous dit en même temps que Poutine, il a 15 cancers, les pieds plats, la maladie d'Alzheimer, etc., que l'armée russe est complètement en dessous de tout, qu'ils sont obligés de prendre des puces électroniques dans les machines à laver, dans les vieux frigos et les machines à laver, soviétiques, et qui sont sur le reculoir, et en même temps, on nous explique qu'ils vont envahir toute l'Europe occidentale. Ça n'a pas de sens. On oublie aussi au passage que la France a quand même une force nucléaire. Bien sûr. Bon. Et puis fondamentalement, moi, ce que j'observe quand vous écoutez, pas les racontars, moi, j'aime bien écouter ce que les gens disent. Oui. Moi, quand j'écoute Poutine ou Lavrov, ce sont des gens, je suis désolé, tout ce qu'ils le disent est très juste, très sensé et très rationnel. Voilà. Exactement. Ce que dit Trump et Vance, c'est un petit peu plus, parfois un petit peu plus extravagant du côté de Trump. Mais il y a quand même des vérités fondamentales qu'ils disent. Ils ont quand même du bon sens. C'est quand même, ce sont des deal makers. Il faut faire d'un deal. Il a dit d'ailleurs, j'aime bien son nouveau slogan. Au lieu de dire faites l'amour par la guerre, il a dit faites des affaires par la guerre. Voilà, exactement. Mais nous, quand on entend, je suis désolé, quand on entend Macron, on dit on a affaire à un dingue. Il est totalement irrationnel, ce type. Mettez-vous à la place de Poutine. Il a un pays qui fait 22 millions de kilomètres carrés. Oui. Bon, c'est 40 fois la France. Oui. Là-dedans, il a des richesses immenses. Là-dedans, il y a 150 millions d'habitants. Oui, exactement. Il y a un peu plus. C'est ce qu'il a dit. Il a dit je n'ai pas envie d'occuper des territoires plus vastes encore. Mais bien sûr. Et il n'a même pas les moyens de les occuper militairement. Son problème, c'est qu'il y a un problème de main-d'œuvre, en fait. Donc lui, c'est presque trop grand. Il n'a pas envie, en plus, de se taper des Sandrine Rousseau sur le dos. Il faut voir que, vu de Moscou, l'Europe occidentale, maintenant, c'est Sodome et Gomorrhe. C'est un repoussoir. C'est un repoussoir. Ils ne veulent plus. C'est ce qu'a dit Poutine. Il a dit la France, c'est un pays vieux, déprimé, métissé et en plein déclin économique. Ça ne m'intéresse pas. Voilà. Il l'a dit clairement. Si vous voulez, le problème, c'est c'est un peu comme l'affaire du Frexit, si vous voulez, la sortie de l'Union européenne. Il y a un moment à partir duquel les européistes, ils n'ont plus d'arguments positifs. Oui, ça devient des arguments irrationnels. Il n'y a plus d'arguments, par exemple, pour la construction européenne. Les gens n'arrivent plus. Donc, maintenant, les arguments, ce sont des arguments... réduction ad Hitlerum. Oui, c'est des arguments négatifs. On va vous dire, si jamais on n'était pas là... Donc, c'est ce qu'ont connu les Britanniques, c'est ce qu'ils appelaient le Project Fear. La seule chose, c'est faire peur. Voilà. Mais le problème, si vous voulez, c'est que il est évident que Poutine... D'ailleurs, je vais même aller plus loin. Poutine, dans ses buts de guerre, parce qu'il les a affichés, ils mettent les choses clairement, il ne veut même pas prendre toute l'Ukraine. Non, même pas, d'ailleurs, exactement. Parce que Poutine, il n'est pas bête, il connaît les leçons d'histoire. Les Soviétiques, ils se sont fait chasser d'Afghanistan. Ah oui, tout à fait. Poutine ne va pas retourner en Afghanistan. Ils n'ont pas envie d'avoir des Vietnam. Évidemment. Parce que c'est quand même une règle fondamentale. Non, il faut récupérer les partis russophones. C'est très simple. Un chef d'État digne de ce nom, quand il voit que des compatriotes sont martyrisés, ce qui était le cas, il intervient. Mais il ne va pas, lui, martyriser d'autres populations. D'ailleurs, est-ce que vous avez noté que depuis que les Russes se sont installés en Crimée et dans les républiques du Donbass, la grande partie, il n'y a aucun problème. Il n'y a plus jamais de problème. Ils sont très contents, ils sont entre eux. Voilà, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de persécution. Il n'y a pas de guérilla. Il n'y a pas de guérilla anti-russe, contrairement à ce qu'on nous laisse entendre. En Ukraine, d'ailleurs, 99% de la population a voté pour leur attachement à la Russie. Voilà. Donc, ça veut dire que Poutine, il sait qu'en revanche... Il sait qu'en Galicie, vers la Pologne, il aurait beaucoup plus de difficultés. Évidemment, là, il y aurait une résistance qui serait... C'est pour ça qu'il ne veut même pas prendre toute l'Ukraine. Alors, il y a une question d'auditeur, des questions d'auditeurs. Oui, deux questions. Alors, un auditeur nous dit « Tous ces dirigeants qui n'ont pas d'enfants se servent du tiers-monde et sous-traitent leur désir d'enfant. » C'est pas impossible. Il y a du vrai dans ce que dit cet auditeur, c'est qu'on nous explique
que, c'est d'ailleurs Madame von der Leyen l'a dit elle expressément, c'est que les migrations, là, les 4 millions de migrants nouveaux chaque année, c'est dû pour combler au déficit démographique. Alors moi, je trouve ça quand même extravagant, parce que déficit démographique, on le connaît depuis au moins 25 ans. Mais pourquoi il y a 25 ans, on n'a pas lancé des politiques pour la famille ? C'est évident. Mais bien sûr. Du temps de De Gaulle, il y avait... Bien sûr, on a fait tout le contraire. On promet le divorce, on te remet l'absence d'enfants, l'euthanasie, la remise en cause des allocations familiales, la part, vous savez, pour les impôts, tout est fait pour détruire la famille. A été plafonné. Donc évidemment qu'on si on avait une politique de la famille comme on avait du temps de Gaulle et Debré, on aurait eu un renouvellement des générations. Donc, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Hein. Ça va vite, en fait. En fait, est-ce que c'est politique de la famille ? Parce que tous les migrants qui viennent sur le territoire, beaucoup font des enfants, justement, pour pouvoir avoir des enfants, parce que c'est donc ça veut quand même dire qu'il y a une politique en faveur de la natalité, mais dans certaines circonstances. Oui, mais c'est pas... Enfin, ce qui est vrai aussi, c'est que ils gardent souvent des taux de natalité des pays d'origine. Oui, c'est ça. Et très rapidement, en fait, leur taux de natalité baisse pour se rapprocher de... C'est surtout vrai pour les populations d'Afrique du Nord. Voilà. Ça l'est moins pour les populations d'Afrique subsaharienne. C'est vrai, mais quand même. C'est Jean-Paul Gourevitch. Oui, c'est vrai. Parce que les populations d'Afrique subsaharienne gardent de très très nombreux enfants. Ça ne baisse pas. Alors qu'en revanche, tout ce qui vient du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc, oui, là, ça baisse. Là, il y a encore des questions d'auditeurs. Alors, une question d'un auditeur qui nous dit « Monsieur Bolloré ne peut pas être contre l'immigration puisqu'il ne souhaite pas sortir de l'Union européenne qui la promeut. » C'est un peu ce que disait François Asselineau. Mais il est quand même bon. Enfin, ça m'ennuie qu'on dise tout le temps, qu'on prenne à partie M. Bolloré, qui est quand même remarquable, je trouve. Écoutez, parce qu'au moins, il entretient quand même des médias alternatifs, ce qui n'est pas le cas des autres. Oui, mais vous savez que je suis interdit d'antenne sur CNews. C'est pour ça que, voilà, je comprends. Et pourquoi vous êtes interdit d'antenne ? Parce que vous êtes trop anti-européen. Parce que je propose la sortie de l'Union européenne et la remise en cause de la libre circulation des capitaux. D'accord. Il est là le truc. Ah oui, donc est-ce que vous avez noté que monsieur, c'est quand même extravagant, que monsieur Zemmour ou madame Knafo, qui ont table ouverte sur CNews toute la journée, passent leur temps à taper sur les Arabes, mais jamais sur l'Union européenne. Oui, c'est vrai, d'ailleurs. Ils sont pour l'Union européenne. Ils n'expliquent jamais à leurs auditeurs. Moi, j'explique aux auditeurs, moi, j'aime bien... Vous savez, depuis que je suis petit, j'aime bien comprendre. Et j'ai horreur qu'on se moque de moi, qu'on me manipule. Moi, je dis, ça fait des années que je le dis, que les gens qui m'écoutent et qui ne me croient pas aillent regarder sur le traité, sur le fonctionnement de l'Union européenne, articles 67, 77 et 78 du TFUE. Vous verrez que toute la politique migratoire est fixée par les traités européens. Ouais. L'article 67, il est extraordinaire. L'Union européenne, la Commission européenne, assure l'absence de contrôle aux frontières intérieures. C'est écrit noir sur blanc, moi j'avais jamais vu ça. L'Union européenne assure l'absence de contrôle. Eh bien, moi si je suis élu, nous on lance la procédure de sortie de l'Union européenne et on fait exactement ce qu'a fait Trump d'ailleurs. Rappelez-vous, dans les quelques jours qui ont suivi, il a envoyé l'armée le long de la frontière tout de suite. Bon, mais ça veut dire on viole immédiatement les articles des traités. Évidemment. Mais alors, là, comment font ceux qui prétendent rester dans l'Union européenne ? Alors, il y a toujours des pirouettes du parce style... que l'idée, c'est qu'on va amender l'Union européenne, parce qu'on va prendre le pouvoir, nous tous, qui sommes des gens de droite, et qu'on va changer cette Europe complètement. Oui, sauf que ça n'est pas possible, puisque je rappelle que les traités se modifient à l'unanimité. Oui, c'est compliqué, c'est vrai. Alors, attendez, c'est-à-dire 27. Et même s'il y avait que le Luxembourg ou Malte qui s'y opposaient, on ne pourrait pas. Oui, donc c'est difficile d'être contre une politique d'immigration tout en sachant que cette politique est menée justement par... Oui, c'est vrai. Continuons les questions, parce qu'il y en a d'autres. Enfin, il y en a encore une autre. Là, il suffirait en Ukraine d'organiser des référendums d'autodétermination dans les régions litigieuses. Ça, c'est tout à fait juste. Et d'ailleurs, il y a aujourd'hui même, Trump a dit... Il faut qu'il y ait des élections en Ukraine. Et oui, parce que le plus extraordinaire de l'histoire, c'est que Zelensky, dans la déclaration de tout à l'heure dont je parlais, il a dit que de toute façon, il ne pouvait pas rendre des territoires. Tant qu'il y aurait la guerre. Parce que, il a dit parce que ce serait contraire aux lois ukrainiennes et à la constitution de l'Ukraine. Mais le type, il a interdit 13 partis politiques, il a suspendu les élections, il se maintient à la présidence de la République. Comme un dictateur, il a piétiné la constitution. Mais cet auditeur, il a raison, mais simplement...
il y a une petite, il y a de la gentillesse, il y a un peu de naïveté dans cette question de cet auditeur. Parce que, bien sûr que si on avait des gens qui voulaient la paix, il y a 1000 façons de régler le problème. Oui. 1000 façons de faire, effectivement, de faire un référendum, de demander aux gens ce qu'ils veulent, et puis, etc. Sûr. Je suis persuadé, d'ailleurs, que... Beaucoup voudraient. Bon, sauf que la Russie, elle a quand même maintenant des exigences sur des garanties de sécurité. Parce qu'ils ne veulent pas, même s'il y a une Ukraine rémanente, ils ne veulent pas que l'OTAN s'y installe. Bien sûr, avec des missiles. Ce qu'on peut comprendre. Parce que ça serait Cuba comme Cuba en 62, avec Kennedy. Imaginons que la Russie ou la Chine mettent des bases militaires au Mexique, au nord du Mexique, à 20 km du Rio Grande. Je ne suis pas sûr que les Américains apprécieraient. D'ailleurs, De Gaulle, au moment de la crise des missiles de 62, avait apporté son soutien aux États-Unis. Oui. Mais s'il était juste, voilà. Moi, dans ce cas-là, j'apporterais mon soutien aux États-Unis. Mais il se trouve que c'est pas le cas. Il se trouve que les bases militaires de l'OTAN, c'est le long de la frontière russe. D'ailleurs, qu'est-ce que vient foutre l'OTAN Atlantique Nord, aux confins de l'Europe? Et pourquoi est-ce qu'on nous explique maintenant que la Géorgie doit entrer dans l'Union européenne? Je vois même pas le rapport avec l'Union européenne, la Géorgie. Ça a toujours fait partie de la Russie, puisque Staline était géorgien, je rappelle. Oui. Bon, alors Staline, bien sûr, c'est pas un modèle, mais enfin quand même, veut dire on peut pas trouver plus russe que Staline. Pourquoi est-ce que la Géorgie vient foutre dans l'Union européenne ? Pourquoi pas, alors effectivement, la Turquie, comme j'entendais l'émission tout à l'heure, pourquoi pas à ce moment-là la Syrie, pourquoi pas l'Algérie d'ailleurs? Oui, mais l'Algérie et la Tunisie et le Maroc. On ne peut pas comprendre, je pense, cette question. Géorgie, c'est incroyable. Cette question, elle s'explique par le passé. C'est que, je l'ai dit tout à l'heure, la construction européenne est née dans les tiroirs des bureaux du secrétariat d'État des États-Unis à la fin des années 40. Et l'idée qu'il y a eu, c'est de faire coïncider le périmètre de cet État fédéral en devenir et celui de l'OTAN. Oui. Et là, de ce point de vue-là, l'OTAN, enfin les concepteurs de ça ont marqué des points avec l'entrée de la Finlande et de la Suède récemment dans l'OTAN, alors qu'ils étaient toujours européens. Et l'idée de base, c'est en fait le containment de la Russie. Oui. D'où cette idée de faire entrer l'Arménie, la Géorgie, et même, certains disent, l'Azerbaïdjan, dans l'Union européenne. Mais alors là, on est dans... C'est du grand guignol, parce que l'Europe... Où s'arrête le continent européen? À l'Oural, théoriquement. Bon, alors l'Oural, oui, mais dans le Caucase. Et au sud, alors il y a la ligne de crête. Alors la ligne de crête, eh bien, la Géorgie, il y a une partie de la Géorgie qui est de l'autre côté de la ligne de crête. C'est marginal. Voilà. De toute façon, c'est une blague. C'est une blague. De paix. Parce qu'à ce moment-là, il faudrait mettre le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte. Oui, non, mais là, le Maroc avait demandé à entrer dans l'Union européenne, ça lui a été refusé. Ça lui a été refusé, d'ailleurs. Oui. Non, mais tout ça, c'est des blagues. Tout ça, c'est qu'il s'agit quand même d'encercler la Russie. Et il y a quelqu'un qui est un excellent marqueur de la CIA, c'est votre ami Glucksmann. Oui. Puisque Glucksmann, je rappelle que quand il... je plaisante, bien sûr. Mais quand il était jeune, il a été un des adjoints de Saakashvili, le président géorgien, qui était un agent de la CIA. Voilà. Et donc actuellement, Glucksmann, c'est un agent américain, c'est évident. Enfin, américain. Le mot américain ne veut plus dire grand-chose. Oui, parce que de gauche américain. Oui. État profond. Alors, qu'a dit Trump? Parce que pas Trump. Qu'a dit l'autre, Musk. Alors Musk a fait une déclaration fracassante là. On en avait parlé tout à l'heure avant l'émission. Musk... faut parler à nos auditeurs, ça va les abuser là. Musk, il a fait une déclaration. Alors... Effectivement, il n'en a pas fait qu'une. Il les fait continu depuis maintenant 24 ou 48 heures. Il a reçu une amende de 140 millions d'euros, je crois, parce qu'il refuse de censurer les tweets. Oui, en effet. Bon. C'est la règle DSA, etc. Je rappelle que lorsqu'il a acheté Twitter, Musk, la première chose qu'il a faite, c'est de rétablir le compte de Trump qui avait été fermé. Oui. Et donc, c'est quand même un homme... Enfin, je sais pas, il était considéré comme un génie, Musk. Il a contourné cette affaire parce qu'il a un truc qui est pas mal, c'est qu'il a dit tout le monde doit pouvoir s'exprimer. Oui. Mais tout le monde doit pouvoir critiquer aussi. D'où les notes. Vous savez, quand vous allez sur Twitter, vous avez des notes et où il y a des gens qui contestent les affirmations, etc. Bon, c'est normalement le débat démocratique. C'est le débat contradictoire. C'est le débat contradictoire, voilà. Et donc ça ne plaît pas à des gens aussi démocrates que Madame Nathalie Loiseau ou que Monsieur Thierry Breton, que Madame Kaja Kallas, etc. Et donc il y a ce règlement DSA qui consiste en fait à censurer, à vouloir chasser les fake news. Et la France et Macron
sont au premier loge pour faire. Parce que Macron voulait même estampiller les informations officielles et autorisées. C'est la Pravda, ça. C'est la Pravda, c'est George Orwell, en fait. Et donc, à partir du moment où il a reçu ça, il est monté sur ses grands chevaux, Musk, et donc il a dit qu'il fallait dissoudre l'Union européenne. Alors, j'ai bu du petit lait, bien sûr, parce que c'est quand même quelqu'un qui est considéré comme le plus grand génie du XXIe siècle, Elon Musk, et qui dit ce que je cesse de dire depuis 18 ans. Donc pour nous, alors ça c'est extraordinaire. D'ailleurs, il a fait son premier tweet. Je regardais ce matin, il était déjà à quasiment 40 millions de vues. Ah oui, quand même. Vous imaginez 40 millions de vues, c'est extraordinaire. Et donc, il a lancé, ça, c'est un pavé dans la mare. Et ce qui est intéressant, moi, je suis allé sur son tweet, et c'est incroyable. Vous aviez à peu près toutes les 5 secondes un nouveau tweet de commentaires, et maintenant du monde entier. Et les commentaires étaient plutôt favorables. Il y avait de tout, il y avait de tout. Il y avait, je dirais, c'était un peu moitié-moitié, sachant qu'il y avait peut-être des trolls. Mais c'est intéressant d'ailleurs de voir. Ouais. Parce que du moins dans les débuts, ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait un certain nombre de Polonais. Il y a d'ailleurs le ministre polonais de, je sais plus quoi, des Affaires étrangères qui a publié lui-même un tweet. Les Polonais étaient là à défendre l'Europe. Ouais. Et bien, pour cause. Vous savez que la Pologne reçoit chaque année 15 milliards d'euros. Oui, évidemment. Donc, évidemment qu'ils sont pour. Mais nous, on perd 15 milliards d'euros chaque année. Et c'est des pertes sèches. Hein. C'est pas la même chose de dépenser 15 milliards d'euros, par exemple, en France, dans des prestations sociales, que de les envoyer à Varsovie. Parce qu'à Varsovie, ils achètent avec ça des armes américaines. Oui. Donc là, c'est vraiment une perte terrible. Ça contribue à la dépression de l'économie française. À la ruine de la France. Alors que vous avez vu que la Pologne, maintenant, est devenue... un Eldorado. Un Eldorado. Parce que même les Allemands font fabriquer tout en... Bien sûr. Donc, évidemment que c'est pas un jeu à somme nulle, cette affaire, et que, d'ailleurs, la France elle-même, dans les années 60, il faut dire les choses telles qu'elles sont, il n'y avait pas l'Union européenne, mais il y avait le marché commun. Et on a en partie fait moderniser l'agriculture française avec de l'argent allemand. Parce qu'à l'époque, la France, sous De Gaulle, et encore sous Chirac, était bénéficiaire net. Mais oui, c'est ça. Voilà. C'est pour ça que les agriculteurs ont conservé souvent une bonne image de Chirac. Mais ça n'est plus le cas depuis les années 90, et maintenant on est le deuxième contributeur net, dans des sommes absolument considérables. Quelle est la position des Allemands, du peuple allemand par rapport à l'Europe ? Est-ce qu'ils ne sont pas excédés de voir ça ? Oui, mais vous en avez... Avec la montée de l'AfD, d'ailleurs. Oui, mais l'AfD, il est question d'interdire l'AfD. C'est incroyable, c'est quand même le premier parti allemand. C'est comme l'interdiction, d'ailleurs, que certains voudraient du Rassemblement national. Oui. Sauf que le RN ne veut pas sortir de l'UE. Mais l'AfD veut sortir de l'Union européenne ? Quelle est la position d'Alice Weidel ? Je crois qu'ils sont plus allants là-dessus. Je crois qu'ils sont plus allants. Ils ont dit qu'ils souhaitaient la sortie de l'Union européenne. Ah oui, quand même. Oui. C'est très différent du RN. Si l'Allemagne sort de l'Union européenne, il n'y a plus d'Union européenne. Mais évidemment. Mais si la France en sort aussi. C'est terminé. On est le deuxième bailleur de fonds. Donc c'est évidemment. C'est fini. Là, il n'y a plus d'Union européenne. En tout cas, ce qui est intéressant, si vous voulez, pour en revenir sur Musk, c'est que je voudrais dire aux auditeurs que nous, pas seulement moi, mais nous, tous ceux à l'UPR, on est quand même, d'une certaine façon, très contents et très satisfaits de constater que même si on est banni des grands médias, les événements survenus depuis 18 ans confortent et vont de plus en plus dans ce sens. Et c'est ça qui est, si vous voulez, c'est que avec tous les avatars qu'on a eus, toutes les misères qu'on a eues, toutes les traquenards, toutes les diffamations, etc., au bout du compte, les événements imposent une vérité qui est en train d'apparaître. Et ça, c'est quand même très prometteur pour la suite des événements. Moi, je vois qu'en ce moment, notre parti se porte très très bien. Il y a des gens qui adhèrent, il y a des gens dans la rue. Je ne compte plus le nombre de gens qui dans la rue me disent continuer, etc. Mais encore en venant là. Donc il y a vraiment, il y a un petit... Le drame, c'est que je ne suis pas médiatisé. Mais malgré ça, il y a des vecteurs comme le vôtre, ou comme ceux qui sont sur Internet, ou comme notre chaîne UPR TV. Vous vous rendez compte qu'on a quand même la chaîne d'un parti politique qui a le plus d'abonnés de toute la France, 504 000 abonnés. La chaîne YouTube du Rassemblement National, ils ont 91 000 abonnés. Demain, vous intervenez sur votre chaîne. Oui, absolument, tous les mercredis. Oui. Et Horizon, là, Édouard Philippe, il a 6 000 abonnés. Ah oui, c'est rien. Vous vous rendez compte qu'on a 90 fois plus d'abonnés sur notre chaîne YouTube que Édouard Philippe, qu'on nous présente comme
comme étant l'homme politique préféré des Français. Imprésidentiable. Donc ça veut dire qu'il y a des grands événements qui sont actuellement à l'œuvre, et je pense que Trump et Musk et Vance, ils vont, je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais cette affaire de liberté d'expression, c'est à mon avis quelque chose qui risque de faire exploser l'Union européenne, franchement. Parce qu'on ne peut pas avoir, si vous voulez, des valeurs... constamment... on est en contradiction totale avec les principes civilisationnels qui sont les nôtres. C'est ça. Si vous voulez, on a des gens qui chantent les valeurs... On est dans une dérive totalitaire. Je passe mon temps à le dire. On est dans une dérive totalitaire de flicage permanent, d'interdiction et d'étouffement de toute initiative individuelle. On a un peu le même âge. On ne reconnaît plus ce qu'était la France. Ah bah non, à l'université, n'en parlons même pas. C'est le règne de l'interdit. C'est l'URSS. Oui, moi j'ai une question encore à vous poser. Il reste 4 minutes 41. Voilà. Est-ce qu'il y a des milliardaires européens bonne question. Qui sont contre l'Europe, contre l'Union européenne? Est-ce qu'il y en a? Il y en avait un jadis, c'était Jimmy Goldsmith. Vous vous rappelez? C'était avec. Il y a des questions d'auditeurs. Avec Philippe de Villiers. Il faut absolument les poser. Parce que les auditeurs. Non, on va y aller. On va y arriver. Mais en France, on n'a pas tellement cette tradition. On a plutôt, en France, vous savez, on a une tradition des élites françaises qui servent le pouvoir. D'ailleurs, il y avait cette terrible phrase de De Gaulle, vous vous rappelez que disait De Gaulle ? Qui sont servis peut-être aussi par le pouvoir. Oui. Mais De Gaulle qui disait « En France, seul le peuple est patriote. Les bourgeois ne le sont pas. » C'est terrible. Des questions. Alors. Bonsoir. Que pensez-vous de la proposition de loi du RN visant à rouvrir les maisons closes ? Ça, je sais pas. C'est pas un sujet prioritaire. Je trouve que ça permettrait d'assainir peut-être le secteur. Oui, sur le fond, je suis pas sûr que ce soit une mauvaise idée. C'est peut-être plutôt une bonne idée, mais je trouve que c'est un peu singulier de sortir ce sujet en ce moment, alors qu'il y a quand même des sujets beaucoup plus chauds, si j'ose dire, que celui de la réouverture des maisons closes. Alors, d'autres questions? Attendez, j'essaie de... Alors, avec quelle signature MR Asselineau compte-t-il se présenter à la présidentielle? Je rappelle qu'il en faut 500, il faut 500 parrainages. Oui. Voilà, donc vous avez... écoutez, nous allons faire ce que nous avons fait déjà en 2017. Il y a des gens qui disent que je n'aurai pas mes parrainages, je ne suis pas sûr, mais ce dont je suis sûr, c'est que je les ai déjà eus en 2017. J'en ai eu 587. J'ai été candidat. Voilà. En 2022, j'aurais pu les avoir, sauf qu'il y a eu toute une histoire. On a eu une tentative de putsch interne. On a eu ensuite M. Bayrou qui s'est mêlé de cette affaire. Il y a eu Zemmour qui n'arrivait pas à les avoir, vous vous rappelez. Et puis il y a Bayrou qui a décidé d'en distribuer. À qui, moi, j'ai eu Bayrou 2 fois au téléphone. Je lui ai dit, il va nous en manquer peut-être 150 ou 200. Il les a donnés à Poutou. Voilà. Ouais. Donc M. Bayrou a préféré qu'il y ait un deuxième candidat trotskiste à l'élection présidentielle de 2022 plutôt que le seul candidat pour le Frexit. Parce que Poutou le gênait moins. Voilà. Là, il y a ça va faire plaisir. Monsieur Asselineau est le meilleur pour remonter notre France, nous dit un auditeur Frexit. Voilà. Ça, vous voyez, alors là, c'est trop long. Non, mais attends, laisse-moi la lire. Tiens. Vous avez... Qu'est-ce qui se passe? C'est un flux de... Il y a brusquement ce qu'ils avaient oublié de nous les donner, en fait. Il y a des quantités de questions. Alors, attendez. Merci pour ce débat. Le Rassemblement national fait du en même temps, mais de façon encore plus malhonnête que Macron. Macron n'aime ni la France et encore moins les Français, mais il ne s'en cache pas. Le RN, lui, fait croire qu'il aime les Français alors qu'il ne vote rien contre Macron et de plus, il veut rester dans l'Europe, alors que tout le monde sait que l'immigration est imposée par l'Europe, bien cordialement. Bon, c'est pas peut-être entièrement vrai, mais il y a du vrai là-dedans. Moi, je trouve que c'est très vrai. Il y a du vrai là-dedans. Alors, un auditeur nous dit bonjour, merci pour votre émission. Monsieur Asselineau envisage-t-il de s'unir avec les autres souverainistes? Merci pour l'attention à ma question. Mais vous savez comment ça va se passer, l'élection présidentielle? Il va y avoir, comme chaque fois, des dizaines de personnes qui vont dire qu'ils vont être candidates. Rappelez-vous, en 2022, vous aviez Hanouna, vous aviez un tel, vous aviez un tel. Bon, là, moi, je m'attends à tout. Vous allez avoir Amanda Dallir, vous allez avoir je ne sais pas qui, moi, Evelyne Delia, ou quelqu'un qui fait la météo, ou n'importe qui. Bon. Et puis, au bout du compte, il y aura 10 à 11 personnes qui auront les parrainages. Parce qu'il y a de moins en moins de maires qui veulent parrainer. J'espère que je ferai partie de ceux-là. Mais à ce moment-là, les Français, ils choisiront.
ils choisiront parmi les offres politiques quelle est celle qui propose le Frexit. Voilà. Et j'ai la faiblesse de penser que je pense que je serai le seul à proposer le Frexit, en tout cas le seul à le proposer de façon constante depuis 18 ans. Parce qu'il faut se méfier de quelque chose. C'est pas parce que actuellement ça devient dans l'air du temps. Bon, et il y a des gens qui disent tiens, bah oui, pourquoi pas sortir de l'Union européenne. Mais c'est un travail, il faut toute une cohérence. Hein, on peut pas faire quelque chose, on peut pas proposer le Frexit tout en proposant de faire alliance avec des forces beaucoup plus importantes politiquement qui sont contre. Ça n'a pas de sens. Voilà. Donc on verra qui sera candidat. Alors il reste 11 secondes. Alors il y a 3 questions que j'ai pas eu le temps de lire, mais je les garde pour demain soir parce que je pourrais y répondre. Parce que ce n'est pas des questions qui concernent directement M. Asselineau. Il y a encore d'autres questions, je les garde pour demain. Et en tout cas, merci, chers auditeurs. Il faut garder précieusement les questions qui n'ont pas été lues. Et bien, voilà, en tout cas, à très bientôt. À très bientôt, chers auditeurs. À demain soir avec Hilaire de Crémien et Henri Ovas. Et merci de votre attention. Voilà. Et merci, François Asselineau, évidemment. Merci d'être venu. À bientôt.